La première partie, c'est le résultat de mes travaux personnels. Mais ces travaux personnels ont été largement étoffés parce que on fait les techniciens conseillers agricoles des chambres d'agriculture au sein du réseau Rosas. Et on a demandé à pouvoir présenter nos résultats cet après-midi parce que nos chemins ont convergé pour constater qu'on aboutissait aux mêmes résultats alors qu'on est parti d'approches différentes. Et ce travail, c'est donc fait au sein de l'UMT. Et donc on a un étudiant brésilien, Matheus Valduga, un étudiant du Master Vintage, qui a fait son mémoire de fin d'études sur 4 appellations. Et on l'a encadré avec Marie Scholtus pour essayer de voir quels étaient les liens qui existaient entre la situation socio-économique des exploitations agricoles et leurs pratiques techniques au regard de la protection de l'environnement. Donc c'est tout cet ensemble de travaux et de recherches que je vais vous présenter et dont l'objet, c'est finalement d'essayer d'expliquer quels sont les cadres sociaux de la production de la qualité. Donc ce matin, on nous a dit beaucoup de choses, que je vais reprendre d'ailleurs très rapidement pour certains points. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le viticulteur n'est pas un être individuel. Il est toujours inséré dans des réseaux sociaux, dans des structures sociales également, et qui vont, et c'est la démonstration que je vais vous faire, un impact tout à fait important sur son autonomie de décision, sur sa capacité à construire des projets. Alors le contenu de l'intervention, je ne vais pas vous le lire, mais il est là et je vous le présenterai point par point. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que le débat que j'aborde revient finalement sur le grand débat autour des questions de l'adoption du changement technique dans le monde agricole. Et à l'inverse, ça renvoie toujours à la même question de ce qu'on appelait à une époque la résistance au changement. En fait, ces deux approches qu'on récuse un peu actuellement en disant il faut d'abord comprendre quelle est la situation objective des viticulteurs pour comprendre pourquoi ils vont se décider à prendre des orientations nouvelles ou au contraire avoir de très très bonnes raisons de ne pas adopter certains changements qu'on peut leur proposer. Donc c'est dans ce contexte-là que je vais placer mon intervention. Alors le premier point, c'est un rappel des dimensions, on va dire, multivariées de la qualité. Et dans le cadre de cet exposé, je m'intéresserai uniquement aux qualités organoleptiques. C'est-à-dire que quand je parlerai de la qualité des vins, ça sera plutôt dans ce sens-là que ce sera envisagé. On retiendra l'impact de la qualité sociale, c'est-à-dire le fait que la consommation de vin peut renvoyer à des critères d'appartenance sociale, donc soit en termes de groupe d'appartenance ou de groupe de référence, c'est-à-dire d'un idéal de construction d'image de soi que le consommateur peut faire. Et puis la dernière dimension de la qualité, c'est celle qui est mentionnée ici sous le terme de qualité humaniste, qui renvoie aux questions environnementales ou, comme c'est marqué ici, à la moralité, et donc c'est envisagé dans le cadre du commerce équitable. Donc moi je parlerai toujours de qualité humaniste ou éthique, et je le renverrai à la question de l'environnement, considérant qu'aujourd'hui un certain nombre de gens peuvent être amenés à engager des actions au nom de ce motif-là. Alors cela étant, ce n'est pas suffisant. Cette dimension de la qualité, il y a deux dimensions particulières. C'est celle de la qualité générique. Bon, ce n'est pas celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, puisque ça concerne essentiellement les caractéristiques sanitaires ou nutritionnelles des produits. Donc c'est des qualités qui sont aujourd'hui exigées, sur lesquelles il n'y a pas forcément de débat. Mais par contre, toute celle qui va nous intéresser concerne les qualités spécifiques. Alors dans ces qualités spécifiques, on a les qualités que le consommateur peut identifier et évaluer lui-même, le goût, la praticité du produit, mais il y a celles qui sont affirmées par le producteur et qui ne peuvent pas être vérifiées par le consommateur lui-même. Donc c'est quelle est la nature du cépage, quels sont les modes de culture, les modes de transformation, quelles sont les formes de traçabilité autour du produit.
Donc on le voit, la qualité est une notion riche, multidimensionnelle, et elle ne facilite pas le choix des consommateurs pour les produits alimentaires. Donc pour répondre à cette difficulté, plusieurs dispositifs de qualification sont aujourd'hui mis en œuvre. Vous avez d'abord les dispositifs de qualification mis en œuvre par les pouvoirs publics, ce sont les signes officiels de qualité, je ne vais pas les renommer ici. Par les industriels, ce sont les marques, et puis par les producteurs eux-mêmes, c'est, je dirais, l'autopromotion qu'ils font d'eux-mêmes en mettant en évidence leur spécialité. Donc on va avoir ces trois dispositifs de qualification des produits qui peuvent entourer le dit produit. À l'inverse, on se rend compte que le produit n'est pas signifiant, le prix, pardon, n'est pas signifiant. Il n'apparaît pas comme un indicateur de qualité, parce qu'on se rend compte que le prix, surtout s'il est minime, eh bien, il constitue une condition d'accessibilité pour le plus grand nombre. Si, à l'inverse, il peut être une condition de sélection sociale, puisque un bon prix, enfin un prix élevé va sélectionner les consommateurs potentiels pour justifier une rareté et une certaine forme d'inaccessibilité du produit. Et dans un certain nombre de cas, ce prix va se révéler comme la justification produite par les agriculteurs pour rendre compte du surtravail qu'ils accordent, soit à la production, soit à la transformation, et qui ne peut pas être supporté par le prix normal, et donc qui justifie une augmentation de prix. En conséquence de quoi, la polysémie du prix lui dénie toute valeur explicative immédiate, hormis peut-être pour les produits standards. Alors, à cette situation, si vous voulez, on se rend compte que, entre autres pour la question du vin, c'est une question très, très, très importante. Le consommateur ne peut pas faire ses choix individuellement. Il est obligé d'avoir recours à ce que l'on appelle des dispositifs de jugement. Et ça renvoie donc aux travaux de Lucien Carpic, et donc qui est une caractéristique des produits singuliers, donc des produits uniques, si vous voulez, tous les produits face auxquels les consommateurs font face à une très grande incertitude sur la qualité des produits. Donc pour s'en sortir et obtenir le bon produit, parce qu'on est tous à la recherche des bons produits, il va falloir faire appel à ces fameux dispositifs de jugement qui peuvent être impersonnels ou personnels, intermédiaires obligés pour produire l'information nécessaire à l'achat. Alors, ces signes, donc les signes officiels de qualité, la marque, le magasin, on va éventuellement les retrouver. Ensuite, vous avez les prescripteurs impersonnels, les guides, les récompenses, les diplômes, les médailles, qui apparaissent comme un élément apporteur d'information, enfin d'aide à la décision tout à fait important. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être prescripteur personnel, c'est-à-dire l'ensemble des relations sociales que les consommateurs peuvent tisser avec soit les producteurs, les vendeurs ou leurs proches, qui de proche en proche leur amènent vers le producteur. Donc, ce que je retiens de cette affaire-là, c'est que le signal d'information émis par le viticulteur ne se suffit pas à lui-même. Il doit être soutenu par des dispositifs de jugement qui vont, dans leur diversité, crédibiliser la fiabilité des informations produites par les viticulteurs et constituer le support de la confiance de pouvoir accéder aux bons produits en fonction des critères de décision du consommateur. Dès lors, le système de commercialisation est autant un système de vente qu'un système social de communication qui, pour fonctionner, doit s'appuyer sur un réseau dense de supports d'information complémentaires pour avoir des chances de convaincre les consommateurs. Le système de commercialisation, appuyé par les dispositifs de jugement, contribue à la caractérisation de la qualité. Il est socialement discriminant, car tous les viticulteurs ne sont pas capables de mobiliser les mêmes dispositifs de jugement. Ce point de vue est notoirement différent de l'idée que c'est à l'échelle de l'appellation que se fait la définition des critères de qualité et les stratégies de mobilisation des dispositifs de jugement. Simplement pour retenir le fait que c'est le fait communautaire qui est posé par les chercheurs de l'INRA et NAO comme étant le facteur explicatif de la typicité du produit.
du fait de la mobilisation d'un processus d'accumulation d'expériences individuelles et collectives, constitutives d'un savoir-faire de production, et de son partage plus large avec un groupe humain de référence qui se reconnaît dans la typicité du produit. Donc le terroir est défini comme une propriété émergente de l'activité des hommes en communauté. Donc on va parvenir sur ce point qui a été largement abordé ce matin. Pour autant, lorsque l'on confronte cette définition aux travaux de terrain, on se rend compte que rares sont finalement les syndicats d'appellation qui arrivent à faire contribuer ensemble toutes les composantes sociotechniques de l'appellation à la définition des nouvelles règles de l'appellation. Dit rapidement, nous pourrions dire que certaines composantes de l'appellation construisent l'appellation alors que d'autres la subissent par défaut. C'est la base de ce constat qui fonde le contenu de mon intervention. Pour définir le concept de système sociotechnique localisé de production et de commercialisation, 3 illustrations dans le fromage qui montrent qu'à partir du même produit de base, le lait, on a des constructions sociales techniques très spécifiques qui aboutissent à des fromages si différents que le Beaufort, le Comté et le Camembert. Le Beaufort est produit dans les hauts alpages des Alpes, dans le Beaufortin, la Tarentaise et maintenant la Maurienne. Le système sociotechnique est fondé sur la Grande Remue, qui voit une grande partie des villageois monter dans la montagne pour y faire les foins en certains lieux et faire paître leurs vaches, majoritairement à la Tarine, en troupeaux collectifs d'une centaine d'animaux jusqu'aux plus grandes hauteurs des prairies naturelles. Ce système n'est possible que parce que la montagne est équipée de chalets pour stocker le foin jusqu'à ce que la hauteur de neige permette de descendre le foin dans la vallée, et surtout chalets où le lait est transformé après qu'il ait été trait, selon un mode de gestion nocturne du troupeau très particulier, dont on voit ici les traces encore dans la montagne. La commercialisation de ces grands fromages s'inscrit dans la dynamique politico-administrative particulière du royaume de Savoie, où ces fromages vont se vendre dans les grandes villes, mais surtout fournir l'armée. Nous voyons ici une grande propriété collective communale des alpages, produit de l'histoire médiévale, une gestion collective des troupeaux et de la transformation du lait en fromage, une vache particulièrement résistante aux longues marches et aux intempéries, sélectionnée à cet effet. L'affinage se fait au niveau villageois, aujourd'hui au sein des coopératives. Le Comté maintenant. Il est produit dans le Jura, territoire de communautés villageoises dispersées et isolées pendant les 6 mois d'hiver. Le système sociotechnique est fondé sur la possession individuelle des vaches, la Montbéliarde, la mise en commun journalière de la traite, au tour, chaque ferme recevant chacune son tour le lait des autres exploitations, puis à partir du XIXe siècle au niveau de la fruitière. Le fromager est un salarié du collectif villageois. Base de l'alimentation paysanne, ces fromages étaient conservés et vendus par chaque famille, les plus riches établissant des relations suivies avec les affineurs installés dans les petites villes jurassiennes. La commercialisation des fromages s'est appuyée sur le système de transport des marchands de bois pour atteindre les grandes villes périphériques au Jura. Sur les bases de ces 2 exemples, nous voyons que le mode de mise en valeur du territoire, les techniques fromagères sont le produit de règles sociales spécifiques de production et de transformation du lait, avec des systèmes de commercialisation différents, d'où le terme pertinent de système sociotechnique. Avec le Camembert, nous changeons de registre, c'est une affaire de femmes, extension de la gestion par la fermière de l'activité de traite et de gestion de la basse-cour. Elle est en fait le plus souvent le fait d'entrepreneurs familiaux qui valorisent les prairies naturelles de Normandie, bénéficiant d'un climat doux et humide, aux pluies fines et régulières. Les vaches normandes y paissent une herbe drue. Le système sociotechnique y est individuel, géré à l'échelle de l'exploitation, avec un système technique plus simple. La commercialisation de ce fromage est d'abord locale, puis parisienne, avec le développement du chemin de fer, et nationale par la suite. Donc avec ces 3 exemples, il est facile de rendre compte des grandes différences de systèmes sociotechniques qui existent entre ceux-là. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que la même différence existe à l'intérieur des appellations viticoles. C'est peut-être un peu plus ardu, mais on va y arriver. Alors, dès lors, nous pouvons définir provisoirement le concept de système sociotechnique de la manière suivante. C'est l'ensemble coordonné de production, transformation et de commercialisation d'un produit d'origine agricole
par rapport à un marché très ciblé, dont toutes les phases sont pilotées par l'agriculteur ou ses représentants, et incluant le conseil technique comme moyen de résolution des enjeux de la qualité. On peut faire exactement le même schéma avec la mâche nantaise, mais là, on est dans une logique plus industrielle en termes de construction du process. La publicité y est première. Ensuite, c'est la technologie de transformation qui est élaborée avec ce qui s'appelle le super laveur et la présence omniprésente du contrôle qualité. Alors, ce qu'il faut simplement retenir par rapport à cet ensemble de définitions, c'est que, pour moi, ce qui est déterminant par rapport à la définition du système socio-technique, c'est la diversité des marchés. En effet, vous savez tous comme moi que les marchés ne sont pas uniques, hein, ils sont segmentés. La thèse que je défends, c'est de dire qu'un viticulteur ou un agriculteur performant, c'est un agriculteur et un système social plus large qui est capable d'intégrer l'ensemble des demandes du marché spécifique auquel il s'y intéresse et de construire un système qui va y répondre. Donc c'est à cet objectif-là que répond le concept. Alors je vais vous présenter maintenant les résultats du Val-de-Loire. Alors ce résultat du Val-de-Loire, c'est la confrontation des travaux que j'ai faits sur la base d'une analyse stratégique. On a dit tout à l'heure, 285 entretiens réalisés sur une dizaine d'années et dans une dizaine d'appellations. Et le travail qui a été fait sur près de 20 ans par les techniciens chambres à partir du réseau ROSAS. Donc le réseau ROSAS, ça veut dire Réseau d'observation des systèmes agricoles pour le conseil et les études. Et donc qui, à partir de données statistiques, va essayer d'identifier les systèmes les plus souvent présents, et ensuite va définir un certain nombre de fermes types qui vont être observées de manière continue pour essayer de comprendre comment s'opèrent les changements au sein du milieu professionnel de la production à laquelle on s'intéresse. Donc j'insiste sur le fait que il y a 2 ans, à l'occasion de rencontres dans le cadre de l'UMT, nous nous sommes rendus compte que nous aboutissions à peu près au même résultat. Et donc, ces derniers mois, on a passé le temps à essayer d'affiner nos approches pour aboutir à cette présentation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque vous avez tout le détail dans le document qui vous a été remis. Alors, nous nous donnons 3 ans pour faire un travail de démonstration de la pertinence de ces résultats, avec en particulier des études de cas beaucoup plus fines que ce qui a pu être fait aujourd'hui pour rendre compte des itinéraires individuels et conforter cette analyse structurelle qui montre les différences qui existent entre les différents systèmes. Associé à cette observation, il faut apporter un élément d'interprétation supplémentaire pour comprendre en quoi ces différents systèmes vont avoir des résultats différents en termes d'appréhension du changement, que ce changement soit commercial ou qu'il soit technique. Et donc c'est le concept de monde social qui va permettre de rendre compte des effets d'apprentissage dans la conduite des activités. Alors un petit peu de théorie pour dire que chaque acteur social voit sa situation biographique, son histoire personnelle, déterminée par l'accumulation de ses expériences pratiques individuelles et de ses expériences subjectives au sens des intentions qu'il a poursuivies. Ce sont ces expériences qui donnent un sens à ses opinions, ses croyances et par là même à la construction d'hypothèses d'action. L'action émerge d'une délibération. Or, délibérer, c'est se projeter dans l'action, en la comparant avec d'autres actions du même type déjà accomplies. D'où l'importance de l'apprentissage. Il est positif quand un individu va avoir réussi plusieurs épreuves. Il va être négatif, cet apprentissage, lorsque l'acteur aura essuyé des échecs successifs. Dès lors, les dynamiques sociales sont signifiantes. Elles apparaissent comme autant de configurations de ressources stratégiques pour les acteurs eux-mêmes.
qui vont inciter certains à développer des innovations, alors que d'autres vont être réticents parce qu'ils n'ont fait entre guillemets que subir des échecs. Donc on va avoir à partir de là une compréhension des comportements individuels et collectifs par rapport à un bassin de production. Alors, si on essaye de qualifier les systèmes sociotechniques que j'ai évoqués tout à l'heure, on se rend compte que dans le système vendeur direct aux professionnels et vendeur direct aux particuliers, eh bien, c'est le monde social atomisé et indépendant qui domine. Les viticulteurs sont autonomes et indépendants parce qu'ils maîtrisent relativement leurs conditions d'accès au marché, parce qu'ils réalisent eux-mêmes l'adéquation entre l'offre et la demande à leur profit. Leur niveau de spécialisation est élevé et généralement très qualifié. Ce monde social se caractérise par son autonomie et indépendance de ses membres. Il valorise l'individualisme. Chaque viticulteur peut être fier de sa réussite individuelle, validée par la fidélité de son réseau de clientèle ou de commercialisation, la régulation étant celle du marché, qui, parce qu'elle est positive, renforce l'autonomie des acteurs. L'existence d'une identité sociale et professionnelle est un véritable enjeu pour fédérer cet ensemble d'agriculteurs atomisés. En effet, il est socialement incertain, puisqu'il n'y a pas d'interdépendance forte entre les acteurs. L'illustration la plus éclairante de ce monde social atomisé, indépendant, correspond à tous ceux qui vont faire de la vente directe, de la vente au niveau de la grande distribution, et qui, pour la plupart, en vivent très bien. De manière générale, les viticulteurs de ce monde social correspondent au type des entrepreneurs individuels. On va trouver un autre monde social largement minoritaire, qui est le monde social autogéré, qui correspond à un petit groupe d'agriculteurs, socialement très homogène, qui confond les qualités de leader technique, d'organisateur et d'entrepreneur. Il se situe au niveau maximal d'autonomie collective possible et satisfait aussi bien les marchés de niche que les grands marchés. Une communauté d'intérêts unit ses acteurs. Les agriculteurs appartiennent quasiment exclusivement au type des entrepreneurs individuels. La démarche collective de ces viticulteurs génère un système social élitiste, composé d'acteurs sociaux aux ressources stratégiques, techniques et capitalistes très développées. Ce monde social autogéré a une réelle capacité d'adaptation aux enjeux techniques, organisationnels et commerciaux du moment. Très souvent, il constitue l'avant-garde de la représentation professionnelle. Et en fait, quand on regarde comment ça se passe à l'échelle des appellations, on se rend compte que les leaders du syndicat d'appellation et les organisateurs de ce syndicat d'appellation vont provenir de ces deux systèmes sociotechniques avec cette double composition de gens qui sont très en avance, entre guillemets, et d'autres qui sont en avance mais qui fonctionnent très bien. À l'inverse, on va trouver le système des vendeurs au négoce qui est caractérisé comme un monde social atomisé, dominé. Ce monde social correspond à un état de dispersion géographique et professionnelle des viticulteurs et à une atomisation de l'offre commerciale. Les viticulteurs sont peu spécialisés, ils ne sont pas à la pointe de la technique et du progrès, ils se contentent de suivre les recommandations des techniciens et des firmes, ils subissent le pouvoir et l'autorité des metteurs en marché et des entreprises transformatrices. Totalement dominés par les entreprises, ils se contentent des prix imposés par les marchés, ils ne sont pas capables de concevoir des formes d'organisation autonomes et encore moins de construire une action collective qui réduirait leur dépendance. Aucune identité sociale et professionnelle ne permet de fédérer cet ensemble d'agriculteurs atomisés. La régulation de marché y est dominante, elle accule l'agriculteur dans la dépendance. Les capacités d'adaptation de ce monde social peuvent être considérées comme nulles et en toute logique, c'est un viticulteur qui disparaît dans l'adversité. Une minorité de vendeurs au négoce correspond à un tout autre monde qui est celui que j'ai appelé monde social nucléarisé, où en fait ces viticulteurs sont relativement spécialisés, mais surtout satellisés autour d'un noyau représenté soit par un viticulteur négociant, soit par un négociant spécialisé, seul détenteur de la compétence technique et commerciale reconnue par les acheteurs. L'originalité de ce système, c'est l'agrégation constituée qui présente des capacités de réponse à des enjeux nouveaux. Le monde social nucléarisé représente une forme d'organisation autonome, non négligeable, mais somme toute réduite et à potentialité limitée.
Et quand on regarde un petit peu comment ça se passe, toujours pareil au niveau des études de terrain, on va se rendre compte que ce monde social nucléarisé avec son entrepreneur ou son négociant, eh bien, il est quasi partie prenante des 2 premiers systèmes que j'ai mentionnés précédemment. Enfin, on va avoir le monde des coopérateurs. Le monde des coopérateurs correspond à un monde social organisé, c'est-à-dire que là, toute l'organisation collective présente un avantage tout à fait considérable, c'est de doter la totalité des viticulteurs d'une expertise et d'une compétence qu'ils ne pourraient pas acquérir par eux-mêmes. C'est donc l'organisation qui qualifie les viticulteurs, puisqu'on parle d'eux en ce moment. Et donc, on constate que le collectif ainsi constitué a souvent les moyens de se payer un encadrement technique et commercial à la hauteur des enjeux des marchés et qui est au service du perfectionnement de ses membres. Alors, les viticulteurs coopérateurs sont de 2 types. Les plus nombreux se contentent de suivre les recommandations des techniciens. Le second type correspond aux responsables élus des structures de transformation et de commercialisation. Et puis enfin, on a le dernier groupe qui ne correspond à aucun monde social spécifique, puisque nous nous sommes rendus compte que, en fait, on avait dans ce système socio-technique tous les individus qui étaient en transition. Alors soit des jeunes qui démarrent avec beaucoup de difficultés avant de trouver leur vitesse de croisière dans un autre système, ou au contraire des gens qui en fin d'activité vont réduire leur activité et donc vont passer d'un système à un autre. Donc il n'y a pas de dynamique sociale particulière, même si ce système socio-technique représente quand même pas mal d'exploitants, puisqu'on en a 22%. Alors la conclusion, je vous rappelle que c'est le travail conduit avec Marie Scholtus et l'étudiant Mateusz Walduga qui nous a permis de rentrer un peu dans le détail concret des conséquences techniques de l'approche sociologique telle que je viens de vous présenter. En fait, il est apparu que les viticulteurs des systèmes vente directe aux professionnels et aux particuliers ont des pratiques moins interventionnistes et plus variées, surtout œnologiques. Ils préfèrent que les facteurs du milieu, comme le sol et le climat, puissent s'exprimer dans le vin et de façon variée du fait de l'usage de techniques œnologiques différentes. En fait, on se rend compte que leurs prix de vente leur permettent de supporter les surcoûts choisis de la production de qualité organoleptique et humaniste ou éthique. Ça veut dire qu'ils ont bien réussi sur le marché, et c'est cette réussite sur leur marché qui leur donne la liberté de choix de faire du raisonné, du faire du bio ou du faire de la biodynamie. Là-dessus, à notre niveau, on ne fait pas la différence. À l'inverse, les viticulteurs du négoce utilisent les itinéraires techniques les moins coûteux, désherbage chimique dans l'interrang, suppression des pratiques gourmandes en main-d'œuvre comme les feuillages et la suppression du contre-bourgeon. En fait, on se rend bien compte que les viticulteurs du négoce sont obligés de limiter et de supprimer toute intervention qui serait coûteuse en coût de main-d'œuvre. Et les autres systèmes ne se distinguent pas par une pratique discriminante. Par contre, on s'est rendu compte qu'ils étaient dans une situation intermédiaire, dans la mesure où ils cherchent à mettre en œuvre les recommandations de l'encadrement technique de réduction de produits phytosanitaires dans la limite des coûts de main-d'œuvre qui sont supportables par leur exploitation. Ils constituent la moyenne et ils ne se distinguent par aucune pratique discriminante. Donc j'ai voulu, par cette présentation, vous exposer la manière dont on pouvait interpréter les cadres sociaux de la production de la qualité. Donc la construction de la qualité est socialement organisée, généralement avec des effets d'irréversibilité. C'est un facteur complémentaire de difficulté de construction des consensus au sein des appellations. Merci pour votre attention. Merci.